Surat Thani, 816 000 habitants, se signale selon tous les guides par son manque d'intérêt absolu. Elle constitue, et c'est tout ce qu'on peut en dire, un point de passage obligé pour le ferry de Koh Samui. Cependant, les gens vivent, et le guide Michelin nous signale que la ville est depuis longtemps un centre important pour les industries métallurgiques, puis plus récemment, qu'elle a acquis un certain rôle dans le domaine des constructions métalliques. Or, que serions-nous sans construction métallique ? Du minerai de fer est extrait dans des régions obscures, il est acheminé par cargo. Des machines-outils, par ailleurs, sont produites, le plus souvent sous le contrôle de firmes japonaises. La synthèse se produit dans des villes comme Surat Thani. Il en résulte des autocars, des wagons de chemin de fer, des ferryboats. Tout ceci a lieu sous licence NEC, General Motors ou Fujimori. Le résultat sert en partie à transporter des touristes occidentaux ou des touristes occidentales, comme Babette et Léa. Je pouvais leur adresser la parole. J'étais membre du même voyage. Je ne pouvais prétendre être un amant potentiel, ce qui limitait d'emblée les conversations possibles. J'avais cependant acquitté le même ticket de départ. Aussi pouvais-je, dans une certaine mesure, établir le contact. Babette et Léa, s'avéra-t-il, travaillaient dans la même agence de com. Pour l'essentiel, elles organisaient des événements. Des événements ? Oui, avec des acteurs institutionnels ou des entreprises qui souhaitaient développer leur département mécénat. Il y avait sûrement du fric à ramasser, pensais-je. Oui et non. Maintenant, les entreprises étaient plus axées droits de l'homme. Les investissements s'étaient ralentis. Enfin, ça allait tout de même. Je m'informais de leur salaire. Il était bon. Il aurait pu être meilleur, mais il était bon. À peu près 25 fois celui d'un ouvrier des industries métallurgiques de Surat Thani. L'économie est un mystère. Après l'arrivée à l'hôtel, le groupe se dispersa, enfin je suppose. Je n'avais pas très envie de déjeuner avec les autres. J'en avais un peu marre des autres. Je tirai les rideaux et m'allongeai. Curieusement, je m'endormis tout de suite, et je rêvais d'une beurette qui dansait dans le métro. Elle n'avait pas les traits d'Aïcha, du moins je ne crois pas. Elle se tenait au pilier central, comme les filles dans les go-go bars. Ses seins étaient recouverts d'un bandeau de coton minuscule qu'elle relevait progressivement. Avec un sourire, elle les libéra tout à fait. Ils étaient gonflés, ronds et bruns, magnifiques. Elle lécha ensuite ses doigts et se caressa les mamelons. Puis elle posa une main sur mon pantalon, fit coulisser la braguette et sortit mon sexe, qu'elle commença à branler. Les gens passaient autour de nous, descendaient à leur station. Elle se mit à quatre pattes sur le sol, releva sa mini-jupe. Elle ne portait rien en dessous. Sa vulve était accueillante, entourée de poils très noirs, comme un cadeau. Je commençais à la pénétrer. La rame était à demi pleine, mais personne ne faisait attention à nous. Tout cela ne pouvait en aucun cas se produire. C'était un rêve de famine, le rêve ridicule d'un homme déjà âgé. Je me réveillai vers 5 heures, constatai que les draps étaient largement tachés de sperme. Une pollution nocturne. C'était attendrissant. Je constatai aussi, à ma vive surprise, que je bandais encore. Ça devait être le climat. Un cafard reposait, allongé sur le dos, au milieu de la table de nuit. On distinguait nettement le détail de ses pattes. Celui-là n'avait plus de soucis à se faire, comme aurait dit mon père. Mon père, pour sa part, était mort fin 2000. Il avait bien fait. Son existence se trouvait ainsi entièrement incluse dans le XXe siècle, dont il constituait un élément hideusement significatif. Moi-même, je survivais, dans un état moyen. J'étais dans la quarantaine, enfin, dans le début de la quarantaine, je n'avais après tout que 40 ans. J'étais à peu près à mi-course. Le décès de mon père me laissait une certaine liberté. Je n'avais pas dit mon dernier mot. Situé sur la côte est de Koh Samui, l'hôtel évoquait parfaitement l'image du paradis tropical tel qu'on le représente dans les dépliants d'agence. Les collines alentour étaient recouvertes d'une jungle épaisse. Les bâtiments bas, entourés de feuillage, s'étageaient en gradins jusqu'à une immense piscine ovale avec un jacuzzi à chaque extrémité. On pouvait nager jusqu'au bar,
située sur une île au centre de la piscine. Quelques mètres plus bas, il y avait une plage de sable blanc et la mer. Je jetai un regard réservé sur l'environnement. De loin, je reconnus Lionel, qui s'ébrouait entre les vagues comme un dauphin handicapé. Puis je rebroussai chemin, rejoignant le bar par une mince passerelle qui surplombait la piscine. Avec une décontraction étudiée, je pris connaissance de la carte des cocktails. La happy hour venait de commencer. Je venais d'opter pour un Singapour Sling lorsque Babette fit son apparition. « Eh bien, fis-je, eh bien. » Elle portait un 2 pièces très couvrant, short moulant et bandeau large, dans une harmonie de bleu clair et de bleu foncé. Le tissu semblait d'une finesse exceptionnelle. C'était un maillot de bain qui ne devait prendre toute sa valeur qu'une fois mouillé. « Vous ne vous baignez pas ?» demanda-t-elle. « fis-je. » Léa apparut à son tour, plus classiquement sexy, en une pièce de vinyle rouge vif, zippée de fermeture éclair noire qui s'ouvrait sur la peau. L'une d'entre elles, qui traversait son sein gauche, laissait apparaître un mamelon et largement échancré en bas. Elle m'adressa un signe de tête avant de rejoindre Babette au bord de l'eau. Lorsqu'elle se retourna, je pus me rendre compte qu'elle avait des fesses parfaites. Elle s'était méfiée de moi au départ, mais depuis que je leur avais adressé la parole sur le ferry, elles avaient conclu que j'étais un être humain inoffensif et relativement distrayant. Elles avaient raison. C'était à peu près ça. Elles plongèrent avec ensemble. Je tournai la tête pour mater un peu. À la table voisine, il y avait un sosie de Robert Hue. Une fois mouillé, le maillot de Babette était en effet spectaculaire. On distinguait parfaitement les mamelons et la raie des fesses. On apercevait même la légère surépaisseur des poils pubiens, bien qu'elle ait opté pour une coupe assez courte. Pendant ce temps, des gens travaillaient, produisaient des denrées utiles ou inutiles parfois. Ils produisaient. Qu'avais-je produit moi-même pendant mes 40 années d'existence? À vrai dire, pas grand-chose. J'avais organisé des informations, facilité leur consultation et leur transport. Parfois aussi, j'avais procédé à des transferts d'argent sur une échelle modeste. Je m'étais contenté de payer des factures en général peu élevées. En un mot, j'avais travaillé dans le tertiaire. Des gens comme moi, on aurait pu s'en passer. Mon inutilité était quand même moins flamboyante que celle de Babette et de Léa. Parasite modeste, je ne m'étais pas éclaté dans mon job, ni n'avais éprouvé nul besoin de le feindre. À la nuit tombée, je retournai dans le hall de l'hôtel où je croisais Lionel. Il était couvert de coups de soleil et ravi de sa journée. Il s'était beaucoup baigné. Un endroit pareil, il n'aurait pas osé en rêver. « J'ai dû pas mal économiser pour m'offrir le voyage, dit-il. Mais je ne regrette rien. » Il s'assit sur le bord d'un fauteuil. Il repensait à sa vie quotidienne. Il travaillait à Gaz de France, dans le secteur sud-est de la banlieue parisienne. Il vivait à Juvisy. Souvent, il devait intervenir chez des gens très pauvres, des petits vieux dont l'installation n'était pas aux normes. Il était obligé de leur couper le gaz s'ils n'avaient pas les moyens de payer les modifications nécessaires. « Il y a des gens qui vivent dans des conditions, dit-il. On n'imagine pas. On voit des drôles de choses parfois, poursuivit-il en hochant la tête. Lui-même, ça allait. Son quartier n'était pas terrible, il était même franchement dangereux. Il y a des endroits qu'il vaut mieux éviter, dit-il encore. Mais enfin, dans l'ensemble, ça allait. On est en vacances, conclut-il avant de se diriger vers la salle à manger. Je ramassai quelques brochures d'information et partis les lire dans ma chambre. Je n'avais toujours pas envie de dîner avec les autres. C'est dans le rapport à autrui qu'on prend conscience de soi. C'est bien ce qui rend le rapport à autrui insupportable. J'avais appris de Léa que Koh Samui n'était pas seulement un paradis tropical, mais aussi un endroit plutôt hype. À chaque nuit de pleine lune, dans la petite île voisine de Koh Lanta, se déroulait une rave gigantesque. Des gens venaient d'Australie ou d'Allemagne pour y participer. Un peu comme à Goa, émis-je. Bien mieux qu'à Goa, trancha-t-elle. Goa était complètement tombé. Pour avoir une rave possible, il fallait maintenant aller à Koh Samui ou à Lombok. Je n'en demandais pas tant. Tout ce que je voulais pour l'instant, c'était un honnête body massage
suivi d'une pipe et d'une bonne baise. Rien de compliqué en apparence. Pourtant, en parcourant les brochures, je m'aperçus avec une tristesse croissante que ça ne semblait pas du tout être la spécialité de l'endroit. Il y avait beaucoup de choses du genre acupuncture, massage aux huiles aromatiques essentielles, nourriture végétarienne ou tai chi chuan, mais de body massage ou de go-go bar, point. Tout semblait en outre baigné dans une ambiance péniblement américaine, voire californienne, axée sur la healthy life et les meditation activities. Je parcourus la lettre d'un lecteur de Watson Samui, Guy Hopkins. Il se définissait lui-même comme un health addict et revenait régulièrement dans l'île depuis une vingtaine d'années. The aura that backpackers spread on the island is unlikely to be erased quickly by upmarket tourists, concluait-il. C'était décourageant. Je ne pouvais même pas partir à l'aventure puisque l'hôtel était loin de tout. À vrai dire, tout était loin de tout puisqu'il n'y avait rien. La carte de l'île ne révélait aucun centre perceptible. Quelques résidences de bungalows comme la nôtre, au bord de plages tranquilles. Je me souvins alors avec effroi que l'île était décrite de manière très élogieuse dans le guide du routard. Ici, on avait su éviter certaines dérives. J'étais fait comme un rat. J'éprouvais quand même une satisfaction vague, légèrement théorique, à l'idée que je me sentais en état de baiser. Je repris avec résignation l'affirme, sautai 200 pages, revins en arrière de 50. Par hasard, je tombais sur une scène de cul. L'intrigue avait passablement évolué. Tom Cruise se trouvait maintenant dans les îles Caïmans, en train de mettre au point je ne sais quel dispositif d'évasion fiscale, ou de le dénoncer, ce n'était pas clair. Quoi qu'il en soit, il faisait la connaissance d'une splendide métisse, et la fille n'avait pas froid aux yeux. Mitch entendit un bruit sec et vit la jupe glisser jusqu'aux chevilles d'Eileen, découvrant un string retenu par 2 cordelettes. Je défis la fermeture éclair de ma braguette. Ensuite intervenait un passage bizarre, psychologiquement peu compréhensible. Va-t'en, lui soufflait une voix intérieure, jette la bouteille de bière dans l'océan et la jupe sur le sable. Prends tes jambes à ton cou et cours jusqu'à l'appartement. Va-t'en. Heureusement, Eileen ne l'entendait pas de cette oreille. Avec des gestes très lents, elle passa la main derrière son dos pour dégrafer le haut de son bikini qui glissa, découvrant ses seins, qui paraissaient encore plus pleins dans leur nudité. « Voulez-vous me tenir ça ?» demanda-t-elle en lui tendant l'étoffe douce et blanche, aussi légère qu'une plume. Je me branlai avec sérieux, essayant de visualiser des métisses vêtues de maillots de bain minuscules, la nuit. J'éjaculai avec un soupir de satisfaction entre 2 pages. Ça allait coller. Bon, ce n'était pas un livre à lire 2 fois. Au matin, la plage était déserte. Je me baignais juste après le petit déjeuner. L'atmosphère était tiède. Le soleil allait bientôt commencer son ascension dans le ciel, augmentant les risques de cancer de la peau chez les individus de race blanche. Je comptais rester à peu près le temps nécessaire pour permettre aux femmes de ménage de faire ma chambre, puis rentrer m'allonger sous les draps et brancher la clim à fond. J'envisageais avec le plus grand calme cette journée libre. Tom Cruise, de son côté, n'arrêtait pas de se faire du souci avec cette histoire de métisse. Il envisageait même de raconter l'incident à sa femme, qui, et c'était tout le problème, ne se contentait pas d'être aimée, elle voulait demeurer la plus sexy, la plus désirable de toutes les femmes. L'imbécile se comportait exactement comme si l'avenir de son mariage était en jeu. Si elle gardait son sang-froid et demeurait magnanime, il lui dirait qu'il regrettait profondément, et promettrait de ne jamais recommencer. Si au contraire elle éclatait en sanglots, il implorerait son pardon, à genoux s'il le fallait, et jurerait sur la Bible de ne plus jamais recommencer. De toute évidence, ça revenait à peu près au même. Mais les remords permanents du héros, malgré leur manque d'intérêt, finissaient par interférer avec l'histoire, qui était tout de même grave. On avait des mafieux très méchants, le FBI, peut-être également des Russes. On en était d'abord agacé, puis, pour finir, réellement indisposé. Je fis une tentative avec mon autre best-seller américain, Total Control, de David J. Balducci. Mais c'était encore pire. Le héros n'était pas cette fois un avocat mais un jeune informaticien surdoué. Il travaillait 110 heures par semaine. Sa femme, par contre, était avocate et travaillait 90 heures par semaine. Ils avaient un enfant. Le rôle des méchants était cette fois tenu par une société européenne
qui se livrait à des manœuvres frauduleuses afin de s'approprier un marché. Ce marché aurait normalement dû revenir à l'entreprise américaine où travaillait le héros. Lors d'une conversation avec les méchants de la société européenne, ceux-ci allumaient sans la moindre gêne plusieurs cigarettes. L'atmosphère en était littéralement empuantie, mais le héros parvenait à tenir bon. Je fis un petit trou dans le sable afin d'y enfouir les 2 ouvrages. Le problème était maintenant qu'il fallait que je trouve quelque chose à lire. Vivre sans lecture, c'est dangereux. Il faut se contenter de la vie, ça peut amener à prendre des risques. À l'âge de 14 ans, une après-midi où le brouillard était particulièrement dense, je m'étais égaré à ski. J'avais été conduit à traverser des couloirs d'avalanche. Je me souvenais surtout des nuages plombés, très bas, du silence absolu de la montagne. Je savais que ces masses de neige pouvaient se détacher d'un seul coup, sur un mouvement brusque de ma part ou même sans raison apparente, par l'effet d'un minime réchauffement de température ou d'un souffle de vent. Je serais emporté dans leur chute, précipité sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'en bas des barres rocheuses. Je mourrais alors, probablement sur le coup. Pourtant, je n'avais absolument pas peur. J'étais ennuyé que les choses se déroulent de cette façon, ennuyé pour moi-même et pour les autres. J'aurais préféré une mort mieux préparée, en quelque sorte plus officielle, avec une maladie, une cérémonie et des larmes. Je regrettais surtout, à vrai dire, de ne pas avoir connu le corps de la femme. Pendant les mois d'hiver, mon père louait le premier étage de sa maison. Cette année, c'était un couple d'architectes. Leur fille, Sylvie, avait 14 ans aussi. Elle semblait attirée par moi. Du moins, elle recherchait ma présence. Elle était menue, gracieuse. Ses cheveux étaient noirs et bouclés. Est-ce que son sexe était lui aussi, noir et bouclé? Voilà les pensées qui me venaient à l'esprit alors que je cheminais péniblement à flanc de montagne. Souvent, depuis, je me suis interrogé sur cette particularité. En présence du danger, même de la mort proche, je ne ressens aucune émotion particulière, aucune décharge d'adrénaline. Ces sensations qui attirent les sportifs de l'extrême, je les chercherai pour ma part en vain. Je ne suis nullement courageux, et je fuis le danger autant que possible. Mais le cas échéant, je l'accueille avec la placidité d'un bœuf. Il ne faut sans doute y chercher aucune signification, c'est juste une affaire technique, une question de dosage d'hormones. D'autres êtres humains, apparemment semblables à moi, n'éprouvent, paraît-il, aucune émotion en présence du corps de la femme, qui me plongeait à l'époque, qui me plonge encore parfois dans des transes impossibles à dominer. Dans la plupart des circonstances de ma vie, j'ai été à peu près aussi libre qu'un aspirateur. Le soleil commençait à chauffer. Je m'aperçus que Babette et Léa étaient arrivées à la plage. Elles s'étaient installées à une dizaine de mètres de moi. Aujourd'hui, elles étaient seins nus et vêtues très simplement, à l'identique, d'un bas de maillot blanc brésilien. Elles avaient apparemment rencontré des garçons, mais je ne pensais pas qu'elles allaient coucher avec eux. Les types étaient pas mal, plutôt musclés, mais pas très bien non plus. Un peu moyens, en somme. Je me levai et pris mes affaires. Babette avait posé son L à côté de son drap de bain. Je jetai un regard du côté de la mer. Elle se baignait, plaisantait avec les garçons. Je me baissai rapidement et fourrai le magazine dans mon sac. Puis je continuai le long de la plage. La mer était calme. La vue portait loin vers l'est. De l'autre côté, il devait y avoir le Cambodge, ou peut-être le Vietnam. On distinguait un yacht à mi-distance de l'horizon. Peut-être certains milliardaires passaient-ils leur temps ainsi, à sillonner les mers du monde. C'était une vie à la fois monotone et romanesque. Valérie s'approchait. Elle longeait la limite des eaux, s'amusant de temps à autre à faire un pas de côté pour éviter une vague plus forte. Je me redressai vivement sur mes coudes, prenant conscience avec douleur qu'elle avait un corps splendide, très attirant dans son 2 pièces plutôt sage. Ses seins remplissaient parfaitement le soutien-gorge du maillot. Je fis un petit signe de la main, croyant qu'elle ne m'avait pas aperçu, mais en fait elle avait déjà obliqué dans ma direction. Ce n'est pas facile de prendre les femmes en défaut. « Vous lisez Elle » demanda-t-elle un peu surprise, un peu goguenarde.
Fis-je. Je peux. Elle s'installa à mes côtés. Avec aisance, en habituée, elle survola le magazine, un coup d'œil sur les pages mode, un autre sur les pages du début. Elle a envie de lire. Elle a envie de sortir. « Vous êtes retourné dans un salon de massage hier soir ?» demanda-t-elle en me jetant un regard de côté. Non. Je n'ai pas trouvé. » Elle hocha brièvement la tête, se replongea dans la lecture du dossier de fond. « Êtes-vous programmé pour l'aimer longtemps ?» « Qu'est-ce que ça donne ?» demandai-je après un temps de silence. « Je n'ai pas d'amoureux, » répondit-elle sobrement. Cette fille me déstabilisait complètement. « Je ne comprends pas très bien ce journal, » poursuivit-elle sans s'interrompre. Ça ne parle que de la mode, des nouvelles tendances, ce qu'il faut aller voir, ce qu'il faut lire, les causes pour lesquelles on doit militer, les nouveaux sujets de conversation. Les lectrices ne peuvent pas porter les mêmes vêtements que ces mannequins, et pourquoi s'intéresseraient-elles aux nouvelles tendances ? Ce sont en général des femmes plutôt âgées. Vous croyez ? J'espère bien que non, fit-elle avec sincérité. J'allumai une cigarette. Si je reste, il va falloir que je mette de la crème, commentai-je avec mélancolie. On va se baigner ? Vous mettrez de la crème après ? En un instant, elle fut sur ses pieds, me tira vers le rivage. Elle nageait bien. Personnellement, je ne peux pas dire que je nage. Je fais vaguement la planche, je me fatigue vite. Vous vous fatiguez vite, dit-elle. C'est parce que vous fumez trop. Il faut faire du sport. Je vais m'occuper de vous. Elle me tordit le biceps. Oh non, pensai-je, non. Elle finit par se calmer et par retourner se faire dorer au soleil, après s'être vigoureusement frictionné la tête. Elle était jolie comme ça, avec ses longs cheveux noirs ébouriffés. Elle n'enlevait pas son soutien-gorge, c'était dommage. J'aurais bien aimé qu'elle enlève son soutien-gorge. J'aurais bien aimé voir ses seins, là, maintenant. Elle surprit mon regard vers sa poitrine, eut un rapide sourire. « Michel », dit-elle après un léger silence. Je sursautai à l'emploi de mon prénom. « Pourquoi est-ce que vous vous sentez si vieux ?» demanda-t-elle en me regardant droit dans les yeux. C'était une bonne question. Je suffoquais légèrement. « Vous n'êtes pas forcé de répondre tout de suite, » dit-elle gentiment. « J'ai un livre pour vous, » poursuivit-elle en le sortant de son sac. Je reconnus avec surprise la couverture jaune du Masque et un titre d'Agatha Christie, Le Vallon. « Agatha Christie » fis-je avec hébétude. « Lisez quand même, je pense que ça va vous intéresser. » Je hochai la tête comme un abruti. « Vous n'allez pas déjeuner ?» demanda-t-elle au bout d'une minute. « Il est déjà 1 heure. »« Non, je ne crois pas. » « Vous n'aimez pas tellement la vie de groupe. » Il était inutile de répondre. Je souris. Nous avons ramassé nos affaires. Nous sommes partis ensemble. Sur le chemin, nous avons croisé Lionel, qui errait un peu comme une âme en peine. Il nous fit un signe aimable, mais il avait déjà l'air de s'amuser beaucoup moins. Ce n'est pas sans raison que les hommes seuls sont si rares dans les clubs de vacances. On les observe, tendus, à la limite des activités de divertissement. Le plus souvent, ils rebroussent chemin. Parfois, ils se lancent, ils participent. Je quittai Valérie devant les tables du restaurant. Dans chaque nouvelle de Sherlock Holmes, on reconnaissait bien sûr les traits caractéristiques du personnage, mais aussi, l'auteur ne manquait jamais d'introduire un trait nouveau, la cocaïne, le violon, l'existence du frère aîné Mycroft, le goût pour l'opéra italien, certains services jadis rendus à des familles régnantes européennes, la première affaire résolue par Sherlock lorsqu'il était encore adolescent. À chaque nouveau détail révélé, il se dessinait de nouvelles zones d'ombre et on finissait par obtenir un personnage réellement fascinant. Conan Doyle avait réussi à élaborer un mélange parfait entre le plaisir de la découverte et le plaisir de la reconnaissance. Il m'avait toujours semblé qu'Agatha Christie, au contraire, donnait trop de place au plaisir de la reconnaissance. Dans ses descriptions initiales de Poirot, elle avait tendance à se limiter à quelques phrases types, limitées aux caractéristiques les plus évidentes du personnage, son goût maniaque pour la symétrie, ses bottines vernies, le soin qu'il apportait à ses moustaches. Dans ses ouvrages les plus médiocres, on avait même l'impression que ses phrases de présentation étaient recopiées telles quelles, d'un livre à l'autre. L'intérêt du Vallon, cela dit, était ailleurs.
Il ne se situait même pas dans l'ambitieux personnage d'Henrietta, le sculpteur, à travers laquelle Agatha Christie avait cherché à représenter non seulement les tourments de la création, la scène où elle détruisait une de ses statues, juste après l'avoir difficilement achevée, parce qu'elle sentait qu'il manquait quelque chose, mais la souffrance spécifique qui s'attache au fait d'être artiste, cette incapacité à être vraiment heureuse ou malheureuse, à ressentir vraiment la haine, le désespoir, l'exultation ou l'amour, cette espèce de filtre esthétique qui s'interposait, sans rémission possible, entre l'artiste et le monde. La romancière avait mis beaucoup d'elle-même dans ce personnage, et sa sincérité était évidente. Malheureusement, l'artiste, mis en quelque sorte à part du monde, n'éprouvant les choses que de manière double, ambiguë et par conséquent moins violente, en devenait par là même un personnage moins intéressant. Foncièrement conservatrice, hostile à toute idée de répartition sociale des richesses, Agatha Christie avait pris, tout au long de sa carrière romanesque, des positions idéologiques très tranchées. Cet engagement théorique radical lui permettait, en pratique, de se montrer souvent assez cruelle dans la description de cette aristocratie anglaise dont elle défendait les privilèges. Lady Anne-Catel était un personnage burlesque, à la limite du vraisemblable et parfois presque effrayant. La romancière était fascinée par sa créature, qui avait oublié jusqu'aux règles qui s'appliquent aux êtres humains ordinaires. Elle devait s'être beaucoup amusée à écrire des phrases comme « C'est tellement difficile de faire vraiment connaissance quand on a un meurtre à la maison ». Mais ce n'était certainement pas à Lady Anne-Catel qu'allait sa sympathie. Elle traçait par contre un portrait chaleureux de Midge, obligée de travailler comme vendeuse dans la semaine pour gagner sa vie, et passant ses week-ends au milieu de gens qui n'avaient pas la moindre idée de ce que représentait un travail. Courageuse, active, Midge aimait Edward d'un amour sans espoir. Edward, lui, se considérait comme un raté. Il n'avait jamais rien pu faire de sa vie, même pas devenir écrivain. Il rédigeait de petites chroniques emplies d'une ironie désenchantée dans d'obscures revues de bibliophiles. Il avait par 3 fois proposé le mariage à Henrietta, sans succès. Henrietta avait été la maîtresse de John. Elle admirait sa personnalité rayonnante, sa force. Mais John était marié. Son assassinat bouleversait le subtil équilibre de désirs inassouvis qui reliait ces personnages. Edward comprenait enfin qu'Henrietta ne pourrait jamais vouloir de lui, qu'il n'était décidément pas à la hauteur de John. Pour autant, il ne parvenait pas à se rapprocher de Midge et sa vie semblait définitivement gâchée. C'est à partir de ce moment que Le Vallon devenait un livre émouvant et étrange. On était comme devant des eaux profondes et qui bougent. Dans la scène où Midge sauvait Edward du suicide et où il lui proposait de l'épouser, Agatha Christie avait atteint quelque chose de très beau, une sorte d'émerveillement à la Dickens. Elle le serra dans ses bras. Il lui sourit. « Tu es si chaude, Midge. Si chaude. » Oui, pensa Midge, c'est ça, le désespoir. Quelque chose de glacial, un froid et une solitude infinie. Elle n'avait jamais compris jusqu'à présent que le désespoir était froid. Elle l'avait toujours imaginé brûlant, véhément, violent. Mais non, voilà ce que c'était le désespoir. Un abîme sans fond d'obscurité glacée, de solitude intolérable. Et le péché de désespoir, dont parlaient les prêtres, était un péché froid, qui consistait à se couper de tout contact humain, chaleureux et vivant. Je terminais ma lecture vers 21h. Je me levais, marchais jusqu'à la fenêtre. La mer était calme. Des myriades de petites taches lumineuses dansaient à sa surface. Un léger halo entourait le disque lunaire. Je savais que ce soir, il y avait une full moon rave party à Koh Lanta. Babette et Léa s'y rendraient sans doute, avec une bonne partie de la clientèle. C'est avec facilité qu'on renonce à la vie, qu'on met soi-même sa vie de côté. Au moment où la soirée s'organisait, où les taxis arrivaient à l'hôtel, où tout le monde commençait à s'agiter dans les couloirs, je ne ressentais rien d'autre qu'un soulagement triste.